BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Allez, on continue, deuxième partie de ce De quoi je me mail. On va parler matos, on va parler hardware, on va parler smartphone et appareil photo avec Lionel Costa. Lionel Costa, le responsable du développement du Labo Fnac. Salut Lionel. Bonjour Anthony. Ravi que tu sois avec nous pour ce classement. Alors on va parler de tout ça. Juste, je vous dis d'un mot, restez avec nous après cette deuxième partie. Pour vous qui êtes en audio, en podcast, ben oui, c'est ce petit bonus qu'on vous propose désormais chaque semaine, le bonus audio podcast. On va parler du Vision Pro. On va faire un petit résumé avec notre ami JB de ces 2 mois qu'il vient de passer avec le Vision Pro. Est-ce qu'il l'utilise toujours ? Est-ce qu'il l'a mis au placard ? Est-ce qu'il a trouvé des killer apps, des applications absolument incroyables qui lui ont fait adopter au quotidien le Vision Pro ? On discutera de tout ça avec lui. Ce sera pour tous ceux qui nous écoutent. Bah oui, on a envie que vous veniez nous écouter en podcast au maximum. Pour le reste, on revient avec toi, Lionel. On va parler, on disait des photophones, des appareils photo, enfin des smartphones, on va dire, qui sont très axés sur la photo. On sait que c'est un très gros argument commercial. Aujourd'hui, c'est ce que regardent, je pense, les gens en un avec le prix. Ouais, quoi. Exactement, numéro 1. C'est vraiment le critère numéro 1 et c'est vraiment le critère qui a évolué en 10 ans sur les smartphones, qui a tout cassé, qui a cassé le marché même de la photo sur les compacts numériques. Peut-être, je reviens sur ce qu'est le Labo Fnac pour les gens qui ne connaissent peut-être pas très rapidement. Alors, le laboratoire Fnac, c'est une entité vraiment particulière il n'y a pas d'équivalent dans le monde. On peut vraiment se faire un cocorico parce que c'est vraiment français et ça date des années 70. En 72, les fondateurs de la Fnac ont voulu créer un laboratoire pour conseiller les meilleurs produits par rapport à leur performance. Et en fait, depuis 50 ans, enfin depuis plus de 50 ans maintenant, on continue cette mission-là, d'informer le client sur les performances réelles des produits. Quand je dis réelles, c'est les performances qui sont en tout cas mesurées, qui sont scientifiquement contrôlées. On a des équipements qu'on voit là en vidéo, des équipements de pointe qu'on essaie de mettre à jour le plus régulièrement possible. Et en fait, voilà, notre passion à nous, c'est de mesurer, de donner des éléments de comparaison pour que les clients puissent choisir de manière éclairée. Alors, il faut décrire pour ceux qui nous écoutent, Oui. c'est quoi ces équipements ? C'est des équipements qui vont quantifier en fait la qualité technique et mesurer certains paramètres extrêmement précis sur, par exemple, la photo ou d'autres paramètres du téléphone. Je prends l'image de la photo. On ne pourrait pas se permettre de tester un appareil photo dehors dans la rue. Si je teste en janvier ou si je teste en juillet, je n'ai pas la même luminosité, je n'ai pas les mêmes environnements. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se permettre de ça. Ou si on le fait, on peut le faire en one shot, mais ça n'aurait pas du tout de matière à comparer plus tard. Donc on est obligé d'avoir un environnement contrôlé. Donc on a des lumières de mesure. Enfin, avant c'était des HMI, c'est une technologie de lampe. Ensuite, là on est passé au LED. Ça nous permet de garantir une uniformité, une température de couleur qui est complètement sous contrôle. Et voilà, tous ces équipements que nous avons nous permettent à chaque fois de contrôler notre environnement. Et quand on mesure quelque chose, que ce soit des décibels, des watts, des candélas, des lux ou peu importe, on peut garantir que si on refait le test 1 an, 2 ans, 3 ans après, on a le même résultat. Méthode scientifique. Exactement. Donc vous allez pouvoir benchmarker finalement tous les smartphones du marché. Donc on est largement au-dessus du fait de prendre le communiqué du fabricant, de regarder les specs et de dire celui-là il est mieux que celui-là. Évidemment, c'est quand même un petit peu plus efficace. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du classement à proprement parler, parce que c'est ce que les gens attendent, mais sur justement les critères qui sont mesurés et sur comment est-ce qu'on choisit un bon photophone, un bon smartphone pour son appareil photo. C'est quoi les critères à regarder ? Moi, en tant que béotien, je me dis, faut regarder le nombre de mégapixels, faut regarder peut-être le nombre de capteurs à l'arrière du téléphone qui se sont multipliés ces dernières années comme les boutons sur le visage d'un ado acnéique, parce que c'est pop, 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 il y en avait un au début, maintenant il y en a 5. Est-ce que c'est des éléments importants ou il y a d'autres choses ? Alors malheureusement, ça suffit pas. Sur l'évaluation d'un photophone, c'est vrai qu'on s'attaque à quelque chose d'assez complexe parce que la photo, c'est très émotionnel, c'est très subjectif. Et donc, nous, on arrive là-dedans, on arrive les pieds dans le plat en disant, en fait, c'est pas le subjectif qui compte. C'est-à-dire que si jamais, je prends souvent cet exemple-là, si je prends des photos quand je vais en Bretagne, je prends les photos d'un beau ciel bleu, mais qui est un petit peu pâle, sans faire offense aux Bretons, voilà. Toujours un beau ciel bleu en Bretagne, évidemment. Et que la photo qui ressort, que mon appareil photo ou que mon smartphone capte est un bleu type Punta Cana du Mexique, ok, je suis très content, ça m'a fait voyager, mais c'est pas la vérité. Et en fait, je fais ce côté-là parce que les gens vont fantasmer de se dire c'est génial, le ciel il est claquant et tout, mais c'est pas le vrai en fait. Et nous, on est là pour mesurer la réalité des choses, à l'image essentielle de la hi-fi.
Mais MIFI, c'est l'acronyme de haute fidélité. Fidélité à quoi ? À la référence, à ce qu'on essaie de voir. C'est presque une question philosophique en fait. Est-ce qu'on veut reproduire, est-ce qu'on veut bien noter finalement la fidélité à la vérité et à la réalité, ou est-ce que c'est le truc qui va faire plaisir à l'utilisateur parce que c'est joli à l'écran ? Ouais, et ça pour nous c'est l'enfer. Quand on discute avec des fabricants, quand on va à l'étranger, quand on va dans leur laboratoire, qu'ils essaient de comprendre et qu'ils nous montrent 2 posters en disant celui-là il est forcément mieux que celui-là, vous voyez bien. Et on leur dit ok, subjectivement, ça vous plaît plus, ça flatte plus, mais c'est pas forcément le plus vrai. Et c'est à l'image de si je prends en photo les joues d'un bébé qui vient, enfin d'un jeune enfant, la vraie photo, les joues vont être couleur peau. Une photo un peu trop saturée, on va avoir vraiment du rouge ou du violacé sur les joues qui va être généré par le smartphone qui va vouloir avoir plus de couleurs. Donc fondamentalement, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier simplement aux specs qu'on lit sur le site d'un fabricant pour pouvoir juger. Il faut aller sur justement sur des comparateurs, en tout cas des benchmarks comme ceux que vous produisez. Vous n'êtes pas les seuls au monde évidemment à faire ça, mais en tout cas, c'est cette validité scientifique qui fait qu'on va choisir un smartphone plutôt qu'un autre. En fait, c'est ça, c'est que le nombre de mégapixels, c'est un indicateur, mais si je prends cet exemple spécifique, on peut avoir des produits 200 mégapixels avec un capteur tout petit. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est si on veut prendre la carte d'un menu avec un zoom 200 fois, etc. Un produit à 30 mégapixels face à un produit à 200 mégapixels, le 200 mégapixels sera une photo plus grosse, mais moins de détails. On peut générer des artefacts, on peut générer des aberrations chromatiques qui font que la définition ne sera pas respectée. Donc, ce n'est pas forcément un critère malheureusement différenciant. Il y a un élément qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le HDR. Ouais. HDR, donc c'est High Dynamic Range, imagerie à gamme dynamique. Donc c'est ce qui permet en fait de faire plusieurs photos avec différentes expositions et on les combine en fait, c'est ça. Pas forcément. On peut avoir un seul cliché et avoir quand même ce HDR qui est effectif. D'accord. En fait, l'High Dynamic Range, il fait un truc de fou qui n'existait pas il y a 10-15 ans en fait dans le monde de la photo. C'est que mon œil, si je regarde la lune avec un ciel très noir ou si je regarde un coucher de soleil avec quelque chose de très surexposé, mon œil va pouvoir s'adapter. L'appareil photo, non, il ne sait pas au départ. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le HDR va enlever les nuances de couleurs dans les médiums, mais va arriver à nous mettre tout plein de nuances, soit dans les zones très sombres de l'image, soit dans les zones très lumineuses de l'image. Ce qui fait qu'on n'aura pas de souci de suraccentuation ou de sous-accentuation. C'est vraiment une vraie nouveauté, une nouveauté, pardon, qui a à peu près 10 ans, mais en tout cas, une vraie fonctionnalité qui est utile dans la vraie vie. Ça, malheureusement, ça peut générer d'autres problématiques, mais voilà, le HDR, ça fait partie des éléments qui sont extrêmement importants en fait dans l'usage de tous les jours. Rapidement, et après on passe au classement à proprement parler, c'est promis. Il y a quand même un élément qui revient beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Dans les smartphones, c'est devenu le gros argument marketing, argument commercial de tous les fabricants. Mais ça, comment est-ce qu'on peut le quantifier ? Alors, au laboratoire, on a une philosophie de se dire, on évalue le produit fini, c'est-à-dire que le produit, le cliché qui a été généré, c'est lui qu'on va analyser. L'IA, c'est quelque chose de très complexe parce que ça évolue tout le temps, surtout sur un smartphone. Autant sur un appareil photo, s'il y a des algos, etc., une fois qu'on l'a testé, on se dit que ça ne va pas trop être mis à jour, bien que ça peut se mettre à jour. Un smartphone, c'est mis à jour vraiment continuellement. Donc, on ne peut pas encore aujourd'hui l'évaluer. On essaie de réfléchir à voir comment arriver à l'évaluer, mais c'est très compliqué parce que du jour au lendemain, on peut avoir un update qui fait que l'intelligence artificielle va mieux détecter les visages, les sourires, les yeux, les objets, va pouvoir redessiner un objet qui a été mal pris par le capteur photo. C'est-à-dire qu'il s'il va détecter que c'est un vase, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pixels, il va redessiner un vase artificiel. Là aussi, il y a de la triche. Bien sûr qu'il y a de la triche, mais en fait, on se rend compte que dans le monde de la photo, encore une fois, on intéresse un public qui, des fois, veut mieux que ce qu'il a. Ouais. Donc, il va fantasmer une photo qu'il aimerait voir. Voilà. Et pour rappel, évidemment, la partie photo sur un smartphone, c'est pas tout ce que nous testons. On teste l'autonomie, la performance, la qualité écran, l'audio, etc. Mais la photo est évidemment un point extrêmement important de critères d'achat d'un smartphone aujourd'hui. Alors, sur ce critère photo, roulement de tambour, si on devait faire un classement aujourd'hui, donc on est le 5 avril, au jour de la diffusion de l'émission, quel est le meilleur photophone du marché en prenant en compte tous les critères dont on vient de parler ? C'est ça. Les critères en photo, je prends en compte la qualité photo optique, c'est-à-dire les aberrations chromatiques, le vignettage, la distorsion, la colorimétrie, la fidélité de couleur, la sensibilité, c'est-à-dire arriver à prendre des photos même avec très peu de lumière, et également la définition. Le meilleur appareil photo aujourd'hui qui est en vente actuellement, que nous avons testé, est le Google Pixel 8 Pro.
Ok. Le Google Pixel 8 Pro, il a plein d'avantages. Hein. Et c'est un produit à moins de 1 000 euros, qui est à 949 euros. Il obtient 5 étoiles parce qu'en plus, il est très polyvalent. Il fait un petit peu tout, ce smartphone. C'est juste un 50 mégapixels, mais il obtient la meilleure note en termes de photos. Waouh. On avait beaucoup vanté les qualités photos des pixels en général. D'ailleurs, c'est historiquement l'un des points forts des pixels. Alors, c'est marrant. Moi, je ne l'aurais pas forcément imaginé en tête. On a beaucoup parlé des iPhones, la sortie des derniers iPhones, les iPhone 15, notamment le Pro et le Pro Max. Ils sont où dans le classement ? En fait, les iPhones sont très bons, ce sont des très bons produits, mais ils ne sont pas dans notre classement à nous, dans le top 10. Ils ne sont pas dans le top 10 ? Ils ne sont pas dans le top 10. Mais c'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans leur gamme, ils respectent parfaitement leur classement. Le premier, c'est le 15 Pro Max, puis le 15 Pro, puis le 15 Plus, puis le 15. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas dans le top 10 ? Parce que c'est nous qui devons faire évoluer notre protocole, évidemment. Il y a des éléments que nous ne prenons pas en compte. Aujourd'hui, on ne teste pas la vidéo, par exemple. Ah oui, ouais. La vidéo, c'est un élément extrêmement important. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on veut faire évoluer, évidemment, j'espère le plus rapidement possible, pour le prendre en compte, parce que c'est un élément important. Donc, les iPhones... fort des iPhones, effectivement. Exactement. Et en fait, iPhone... essayent quand même de faire des très beaux compromis sur plein d'éléments. Ils sont assez rapides, ils sont très véloces avec leur puce M, ils ont des écrans qui sont quand même de qualité, ils ont une autonomie qui est très bonne. Donc en fait, ils font un arbitrage pour faire rentrer là-dedans, dans le parallépipède, plein d'éléments, dont la partie capteur photo. Mais en photo, ils s'en sortent moins bons, ils sont moins efficaces que le Google Pixel 8 Pro, par exemple. Ça, c'est dingue quand même. Enfin, le fait qu'il soit derrière le Pixel 8, ça me choque pas tant que ça. En revanche, qu'il soit pas dans le top 10, je pense que tu vas faire hurler tous les fans d'Apple qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que c'est que ce sur truc ? Les commentaires qu'ils n'hésitent pas, j'adore les trolls. Non mais attends, en tout cas ça interroge parce que ça va quand même à l'encontre du... Je sais pas si c'est une idée reçue, mais on a tous en tête que les smartphones, les iPhones pour la photo, c'est des téléphones extraordinaires. Alors sans nous faire le classement total, mais les marques qui s'en sortent bien derrière, c'est quoi ? C'est Samsung, j'imagine ? Ouais, on a du Samsung, mais on a Sony aussi. Ouais. Sony qui a vraiment fait un gros axe sur la partie capteur photo, mais on a aussi des asiatiques type... Vivo, Xiaomi, qui s'en sortent vraiment bien. Ouais, la gamme Redmi, notamment. Exactement. On a d'ailleurs une petite mention spéciale pour la partie selfie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Dans notre protocole de test, nous testons plusieurs focales, plusieurs usages, grand angle, standard, téléobjectif. Mais on teste également le capteur arrière et le capteur selfie. Tu parlais du nombre de lentilles, etc. On ne peut pas savoir quelle est la lentille qui est effective. On ne peut pas dire je veux la lentille A, la lentille B. Non, c'est par rapport à un usage. Si je suis près, si je suis loin, c'est tel capteur, telle optique qui va être utilisée. Eh bien, dans la partie capteur selfie, il y a une mention spéciale pour le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Ouais. Celui-là, ce n'est qu'un 4 étoiles en smartphone, mais par contre, c'est un produit qui a obtenu une très très bonne, la meilleure note en fait en selfie. Et ça veut dire qu'ils ont réussi. Ils ont fait un arbitrage en disant on va mettre beaucoup d'éléments, beaucoup de fonctionnalités sur cet usage-là qui est le selfie. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et ce n'est qu'un 16 mégapixels en plus. Ouais, donc effectivement. Si vous voulez si vous êtes addict aux réseaux sociaux, c'est Xiaomi qu'il faut vers Xiaomi qu'il faut. C'est ça. Le selfie. Alors le Google Pixel 8 Pro est très bon, mais le Xiaomi Redmi Note 13, c'est un super bon compromis. Ouais. Et là, à l'image de ça, c'est un 108 mégapixels en résolution arrière, pas efficace parce que moins bon que le Google Pixel qui lui était à 50 mégapixels. C'est beaucoup plus compliqué que simplement regarder le nombre de mégapixels sur la fiche du fabricant. Alors, exactement. Il y a un dernier point, parce qu'il y a aussi une question de budget, évidemment, que dans les téléphones que tu as cités, alors que ce soit les iPhones, les Pixels, on est quand même sur des téléphones haut de gamme qui sont à 1 000 € ou plus. Après, tout le monde n'a pas ce budget-là. Les gens vont vouloir mettre peut-être 200, 300 € dans un smartphone, parfois moins. Est-ce que dans les smartphones entrée milieu de gamme, tu as un coup de cœur photo ? Ouais, il y a vraiment une belle surprise parce que nous, quand nous testons, on est évidemment pas en lien avec les marques, ni avec le commerce. On se fiche totalement et de la marge et du prix du produit. Ça, c'est pas du tout nos préoccupations. Mais après, quand je viens faire cette chronique-là et que je regarde un petit peu les segmentations prix, il y en a un qui ressort complètement. Il est à 169 €. Donc vraiment, on est au bas, vraiment milieu bas. Ouais. C'est le Samsung Galaxy A05s. Okay. C'est un smartphone qui obtient 3 étoiles. Donc, ce n'est pas un produit extraordinaire dans sa globalité, mais en note photo, il est dans le top 10, lui. C'est dingue. Il est dans le top 10. Ils ont tout misé sur l'appareil photo, les gars. Eh ben oui, en fait. Par contre, il n'est pas très autonome, pas très bonne qualité d'écran, il n'est pas très véloce, mais par contre, sur la partie prise de vue en mode statique, je prends une scène, etc., il n'y a pas beaucoup de défauts, il y a une très bonne colorimétrie. Quand je dis défaut, il n'y a pas d'aberration chromatique, il n'y a pas de distorsion ni de déformation. Et en sensibilité, il est très bon. Et ça, c'est peut-être aussi un petit peu de l'IA qui a été intégrée dessus par Samsung. Ouais. C'est-à-dire d'arriver à analyser que
une zone sombre, il ne faut pas générer de bruit. Donc en fait, ils redessinent la zone sombre. Ça, c'est toute l'intelligence que les constructeurs mettent aujourd'hui dans leur smartphone. Hyper intéressant, cette question d'arbitrage, sur quels éléments du smartphone on met la priorité. Et c'est pas toujours en fait très intuitif pour l'utilisateur final. On rappelle rapidement, donc numéro 1 du classement, Google Pixel 8 Pro. Pour les selfies, Xiaomi Redmi Note 13. Les iPhones aux fraises, a priori. et le Galaxy A05s dans les entrées de gamme. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup Lionel pour le classement. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour le petit bonus. On va parler du Vision Pro. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.